Bonjour et bienvenue dans Perdu de vue, troisième et dernière partie avec Mamadou Diop Castro, l'instituteur, l'inspecteur, le politique, le syndicaliste. Alors, reparlons de cette fine frontière entre le parti et le syndicat. Est-ce que quelque part cela n'engendrerait pas des remous au sein de votre organisation politique, principalement durant la période de recrutement des volontaires? Précisé à l'époque, Mamadou Ndoye était ministre de l'Éducation et vous étiez dans le même parti politique. Au plan syndical, nous avons dit non. Oui pour un recrutement quantitatif, mais oui également pour la qualité. Nous disions quantité et qualité. Alors que Mamadou Ndoye, ministre de l'Éducation de base, disait qu'il fallait des solutions qui permettent d'élever le taux de scolarisation, de répondre aux besoins éducatifs et à l'élargissement de la carte scolaire. Mais nous disions recrutement en quantité et en qualité. Finalement, vous avez pu trouver un consensus. Cela n'a pas été à l'origine de malentendus au sein du parti? Mais si, les syndicalistes ont été stigmatisés dans le parti. Parce qu'il y avait des parents de volontaires dans le comité central. Il y avait des volontaires dans le comité central. On disait que les enseignants empêchaient le recrutement. C'est ça qu'ils nous disaient. Que nous ne voulions pas qu'ils soient recrutés. Comme disent aujourd'hui, alors que nous disions non. Oui pour le recrutement massif, mais non à la déqualification professionnelle. Ce qui n'a pas pu se faire. Les conséquences de ce recrutement apparaissent plusieurs années après le recrutement. C'est les conséquences. La baisse du niveau de certains d'entre eux qui sont restés longtemps en dehors des classes et qui ont désappris et qui se sont retrouvés volontaires. Mais il y a d'un autre côté des étudiants qui sont venus, des diplômés de l'université qui ont cartouché, qui sont venus et qui ont commencé volontaires. Mais sans formation. C'est l'absence de formation qui a compliqué la situation et qui aujourd'hui se manifeste dans le comportement des enseignants et des élèves. L'éducation et la formation, l'encadrement des enseignants a fait défaut. Parce qu'il n'y avait pas assez d'inspecteurs pour l'encadrement, pour la formation sur le terrain continu. Et ainsi, il y a eu toutes ces difficultés. Aujourd'hui, le gouvernement veut éviter le mal en disant qu'ils veulent 2000 enseignants, mais des enseignants professionnels. Cela veut dire que c'est des gens qui sont déjà soit dans les écoles privées, ou en tout cas qui ont le CEAP ou le CAP, qu'ils vont recruter pour être directement opérationnels. Aujourd'hui, il y a moyen de corriger tout ça et de revenir à une éducation de qualité pour tous. Pas seulement de 20 mots. Il faut reprendre le recrutement normal et la formation dans les CRFP. 14 structures de formation avaient été réalisées à travers le pays. Ces 14 structures doivent toutes être opérationnelles aujourd'hui et le recrutement normal doit être repris. Et se faire de façon continue. De façon continue. Parce que au temps de Khalidou Diallo, quand il était ministre de l'Éducation, il y avait déjà ce projet-là de 5000 enseignants par an jusqu'en 2015. Le gouvernement ne l'a pas respecté. Cela a continué. Il faut qu'il reprenne parce qu'il est possible de se projeter jusqu'en l'an 2050, comme le projet c'est en 2050. Et nous aurons tant d'écoles, tant d'élèves, tant d'enseignants. Pour cela, il nous faut un recrutement de tant d'enseignants dans l'élémentaire, dans le moyen, dans le secondaire, à l'université. Parce qu'à l'université aussi, il y a des problèmes d'encadrement, il y a des problèmes de structure. Notre pays est en retard dans la construction des universités. Il faut accélérer dans le domaine de l'éducation. Ils peuvent compter sur vous pour la réalisation de ce grand vœu au service des enfants, au service de l'éducation encore. Vous avez encore tous les moyens pour aider à bâtir un système solide éducatif. Pour notre génération, je ne sais pas trop comment. Mais les idées sont là, elles sont... Voilà, elles sont belles, elles sont bonnes. Mais la stigmatisation est encore là. Il y a un déficit démocratique dans notre pays. Il y a la politique politicienne dans ce pays. Nous sommes en marge de la société. Nous sommes taxés comme des gens difficiles à manœuvrer. On ne s'adresse pas à nous, on ne pense pas à nous. Mais le plus important, c'est pas peut-être la nature de l'être, mais les idées que la personne propose. Le jour où nous aurons des responsables préoccupés par le devenir de la nation, on ne considérera plus les gens selon leur étiquette politique, religieuse ou syndicale, leur appartenance ethnique, puisque cela commence même si on ne le dit pas. Nous aurons des difficultés à utiliser les personnes ressources dans le pays. Combien sont-ils à servir les autres pays? Les Sénégalais sont nombreux ailleurs, mais les pouvoirs publics arrivent à en débaucher certains. Mais dès qu'un régime tombe, ceux-là qui sont venus pour être au service du pays
sont taxés comme appartenant au régime antérieur et sont libérés. Oubliant le savoir, l'expérience, le vécu. On ne considère pas cela dans ce pays, malheureusement. Pas encore. Vous voyez que ça va se faire avec les nouvelles autorités. Une certaine ouverture d'esprit. Ça ne se sent pas. Parce que déjà, quand le président nomme quelqu'un qui n'est pas membre du PASTEF, pour donner l'exemple, les militants de base crient au voleur. Cela veut dire que les gens ne sont pas encore prêts à considérer tous les citoyens sénégalais comme des citoyens sénégalais. Donc pour vous, il faut une certaine ouverture. Une certaine maturité. Il faut une certaine maturité, une hauteur de vue, une perception des enjeux pour pouvoir utiliser le potentiel dont le pays dispose au service du développement. Mais sinon, les gens vont même plus tard refuser de venir au pays parce que vous abandonnez des positions privilégiées pour venir rendre service et dès qu'un régime change, tu te retrouves dans la rue. Donc, il faut une nouvelle approche pour identifier les ressortissants sénégalais selon leur profil et ce qu'ils peuvent apporter au pays et les sécuriser, les rassurer. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec la politique politicienne, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Perdu de vue, Astou Choub, Mamadou Diop Castro, troisième partie. Vous êtes resté à la tête de l'UDEN de 1991 à 2011, ce qui veut dire que vous avez vécu les années d'ajustement structurel. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Les années de braise, de redressement, de difficultés, parfois même de malentendus profonds. Tout à fait. C'était une période difficile pour le pays, pour les travailleurs et pour les populations en général. Il a fallu résister, il a fallu se battre contre les coupes sombres dans les budgets de l'éducation et de la santé, dans la répression farouche avec la culture de la grenade lacrymogène. Il a fallu inventer des stratégies de lutte pour pousser les gouvernants à améliorer le sort des populations et les conditions de vie et d'existence des travailleurs. C'est l'époque des grèves multiples, mais aussi des rassemblements, des marches, de la grève des notes. Il a fallu se réinventer pour trouver mieux que la grève pour atteindre les objectifs sans remettre en cause les intérêts des enfants et l'avenir du pays. Pour vous, c'était des plans d'ajustement pour limite étouffer les populations s'il n'y avait pas des modifications à la base? Pour faire plaisir aux bailleurs de fonds, c'était les dictats du FMI et de la Banque mondiale qui pensaient que l'éducation, la santé, ce n'étaient pas des secteurs rentables, qui était une hérésie dans la conception du développement. Et c'est ainsi qu'ils ont liquidé les bases de l'industrialisation du Sénégal, qu'ils ont hypothéqué le devenir de l'éducation, qu'ils ont bloqué les perspectives de développement sanitaire du pays. Ça a énormément plombé l'économie sénégalaise. Aujourd'hui encore, nous ne nous sommes pas relevés des conséquences négatives des programmes d'ajustement structurel entre 1985 et 2000, avec le programme d'urgence, ensuite le programme de redressement économique et financier, et après le programme d'ajustement structurel. Il y a eu 3 phases, chacune étant plus rude et plus dure que l'autre. Les gouvernants eux-mêmes qui étaient obligés de courber l'échine devant les bailleurs de fonds, mais qui savaient pertinemment qu'ils allaient vers le gouffre. Ils ne pouvaient pas dire non, ou bien ils n'osaient pas dire non, ou bien ils ne devaient pas dire non. Ils ne devaient pas dire non. Ils géraient tellement mal le pays, ils avaient besoin des financements des bailleurs pour pouvoir tenir. Mais c'est le résultat des gaspillages d'alors. Encore la mauvaise répartition des richesses. La mauvaise gestion, la mauvaise répartition, l'incapacité à définir des priorités pour nos pays qui étaient en développement. Et pourtant, le Sénégal a été le pays qui a le plus bénéficié de l'aide durant cette période. Mais il y avait la gabegie, il y avait le gaspillage, il y avait les détournements. Heureusement qu'il y avait encore les syndicalistes. On s'est battu tant qu'on pouvait, tant qu'on a pu. Et finalement, les politiques se sont emparés de la dynamique et ont créé les conditions de l'alternance en 2000. Mais au plan syndical, nous avions dit, quand Sakho-Loum ont inventé leur programme, qu'à la Sakho-Loumisation, il fallait opposer la radicalisation. Il fallait intensifier, c'était mon slogan, et il fallait intensifier la lutte. Et cela n'a pas été facile. Interdit de réunion dans les lieux de travail, interdit de promotion, interdit de profession. On a tout vu. On a
tout senti. Vous avez tenu bon. Mais nous avons tenu bon et nous sommes encore là. Est-ce que dans la famille, quelqu'un a pu reprendre la craie, si je peux dire ça ainsi? J'ai 3 enfants qui ont embrassé la carrière d'enseignant. Un s'est engagé dans la politique dans une autre voie, une autre est dans la LD debout comme moi. Donc la relève est assurée. La relève, elle existe, mais elle reste à être assurée. Au niveau syndical. Au niveau syndical comme au plan politique. Parce que nous ne vivons pas le même contexte, ni la même expérience. Ça se comprend. Ils font à leur manière. Différente de la vôtre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Perdu de vue, Astou Mbène-Thioub, Mamadou Diop Castro, 3e partie. Cette belle retraite, vous la vivez, j'imagine, magnifiquement bien, entouré de vos petits-enfants, en famille, dans votre cité des enseignants à Kounoune, où nous vous avons retrouvés. C'est une fierté que d'avoir servi le pays, soit à partir des luttes démocratiques, à partir des luttes économiques et sociales, ou à travers les initiatives de développement. La cité Mbaba Guissé, c'est la politique sociale de l'UDEN. Aujourd'hui, vous voyez l'impact dans l'environnement. Nous avons contribué à la transformation de cet environnement. Mais il n'y a pas que la cité des enseignants de Kounoune. Il y a 6 autres cités habitées. C'est d'avoir réussi la prise en charge de l'habitat social dans les plateformes revendicatives des organisations syndicales. Nous y avions réussi en 2013 en mettant la revendication dans la plateforme de l'intersyndicale. Dans votre cité, vous arrivez à réaliser tout ce que vous avez fait avec le mouvement syndical pendant 42 ans. 42 ans, c'est le temps que j'ai fait au service de l'État dans le mouvement syndical. C'est une suite en fait. Trentaine d'années, disons. Quand vous marchez, quand vous traversez la cité, vous êtes fiers, j'imagine. Fierté à travers le pays également. Les témoignages des populations qui ne me connaissaient pas, mais dès qu'on me présente, il y a des manifestations de sympathie et de solidarité. C'est important que d'avoir contribué dans ce domaine-là. Au plan politique, d'avoir contribué, même en tant que formation politique minoritaire, la gauche a contribué fondamentalement à l'évolution démocratique de notre pays. La première alternance, la deuxième alternance. À l'évolution des consciences, à cette prise de conscience, cette sensibilité. L'éducation citoyenne. Aujourd'hui, que le pays soit diversifié au plan de la réflexion, au plan de l'engagement. Mais aujourd'hui, Ouassakhalat est devenu un fait banal. Mais avant qu'il osait prendre la parole et dire ce qu'il pensait, c'est pourquoi les syndicalistes d'hier et les hommes politiques d'hier ont fondamentalement joué leur partition. Que ceux qui viennent aujourd'hui ne disent pas que nous finissons de Founoufidara. Ce n'est pas juste. Nous nous sommes engagés et nous nous sommes sacrifiés pour le pays, mais pas pour nos destins individuels. Je me suis inscrit à l'université, mais je n'ai pas pu suivre les cours parce que les syndicats et les étudiants étaient en coordination. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais je leur disais, moi, je ne peux pas aller faire cours dans une université où les étudiants sont en grève. Alors que je participe avec eux à des réunions sur la définition des stratégies pour la défense de l'éducation, du système éducatif. Ils vont en grève, je me promène là-bas pour faire cours. J'étais déjà secrétaire général de l'UDEN. J'ai cessé d'aller à l'université pour me consacrer à l'inspectorat. Tous ces sacrifices ne sont pas vains et on ne regrette pas d'avoir contribué à amener notre pays à un stade où il est possible de faire à chaque étape une alternance si on ne se sent pas satisfait. Le Sénégal a cette chance-là. Nous y avons grandement contribué. En 2012, s'il n'y avait pas une fissure dans Benno Siggil Sénégal, c'est la gauche qui serait au pouvoir. Beaucoup se posent aussi cette question-là. La gauche a porté beaucoup de combats. La gauche a de belles idées, un engagement citoyen. Mais la gauche n'arrive toujours pas à accéder au pouvoir. Mais par la faute de la gauche, à nous tout seuls, nous pouvons ébranler le pays. Mais nous ne sommes jamais unis. L'union, encore. Les rivalités entre les formations de gauche ne nous a pas permis d'aller au sommet. Mais en 2012, on aurait pu le faire s'il n'y avait pas cette opposition entre PS et AFP. C'est cela qui a fissuré Benno Siggil Sénégal. Et un troisième larron, Macky Sall, est venu prendre le flambeau. Si on était unis, il ne serait pas venu. Ah oui. Donc, la gauche n'a pas pris le pouvoir par la faute de la gauche. Mais la gauche a permis la prise du pouvoir en 2000 par Abdoulaye Wade. Également, même en 2012, au deuxième tour, la gauche est venue
soutenir Macky Sall. Donc vous savez peser sur la balance, mais il faut encore peser davantage sur la balance. Dans la lutte, dans les orientations, mais nous n'avons pas pu nous unir pour nous-mêmes nous frayer un chemin et organiser le pays en fonction de nos idéaux. Des retrouvailles de tous les partis de gauche, vous pensez que c'est possible? On en parle, mais on n'en voit pas encore les modalités. Mais si la gauche ne fait pas le sursaut, les idées de gauche vont disparaître dans le pays. Et dans ce pays-là, sans la gauche, ça va aller de toutes parts. La corruption, le mercantilisme, le carriérisme, l'individualisme, la recherche effrénée des sous, des stations. Voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'idée fédératrice vers un fil conducteur, le pays, rien que le pays. Wow. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous, de revenir longuement sur l'histoire politique syndicale, mais aussi l'histoire du système éducatif sénégalais. C'était Perdu de vue avec Mamadou Diop Castro. Encore, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit au début, Castro ou Castro, les deux sont bons. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était Perdu de vue avec Mamadou Diop Castro, instituteur, inspecteur de l'enseignement, secrétaire général de l'UDEN, secrétaire général adjoint de l'UNSAS, président du comité du dialogue social, secteur éducation et formation. Préciser qu'aujourd'hui, conseil spécial de l'Association nationale des retraités civils et militaires du FNR. 42 ans, disons, au service de l'État, au service du peuple, au service de son pays. Et aujourd'hui encore, nous bénéficions de votre savoir, de votre générosité d'instituteur, d'inspecteur, de syndicaliste. Merci beaucoup encore, que le bon Dieu veille sur vous. Merci aussi, rappeler que vous avez une carrière politique avec la LD, avec la LD-MPT. Vous avez été député à l'Assemblée nationale de 2001 à 2007 avec la coalition SOPI. Que le bon Dieu vous prête encore longue vie. Vous voulez ajouter quelque chose? Aujourd'hui, membre du bureau politique de la LD Debout. Magnifique, bon à préciser. Merci beaucoup. Que le bon Dieu veille encore sur vous. Merci pour tout.